Michel Pastoureau, nous allons parler maintenant des animaux et nous allons adopter une chronologie régressive, commencer par le corbeau, le dernier, 2021. Bon, nous n'allons pas couvrir tous vos livres, mais nous allons faire quand même une petite promenade parmi quelques animaux par vous choisis. Alors le corbeau, moi comme vous, je l'adore. Et je vais prendre une phrase de conclusion, mais qui résume parfaitement l'ensemble de votre parcours sur cet animal. Bon, c'est un chapitre qui s'appelle « La revanche du corbeau ». Le corbeau n'est pas seulement un intermédiaire entre le ciel et la terre, entre la vie et la mort, c'est un mystificateur. Il trompe tout son monde, les animaux, les hommes, les dieux. Parfois, il trompe l'historien. Alors, Michel Pastoureau, le corbeau vous a-t-il trompé? Je me le demande. En tout cas, il m'a fasciné, et ce depuis que je suis ou petit garçon ou adolescent. En tout cas, à la campagne, en Bretagne et en Normandie, je regardais des corbeaux et des corvidés de manière plus large. Et j'étais très jeune admiratif de cet oiseau qui est un grand observateur. Je pense que c'est l'animal qui connaît le mieux l'être humain. Il nous regarde, il nous observe, il adapte son comportement au nôtre. Et je ne suis pas le premier à le dire, des auteurs antiques le disent déjà, non seulement Aristote, mais surtout Pline, qui dans son histoire naturelle nous dit au fond que non seulement c'est le plus intelligent de tous les oiseaux, ça tout le monde le reconnaît, mais le plus intelligent de tous les animaux, ce que les enquêtes les plus récentes tendent à confirmer pour un certain nombre d'expériences et de tests. Le corbeau est au niveau des grands singes, et parfois devance les grands singes. Et là, les auteurs antiques le savaient déjà. Oui. Donc, ça n'est pas un animal comme les autres. Il est même parfois inquiétant. Ça remet en cause d'ailleurs tout ce que nous savons sur les rapports entre la taille du cerveau et l'intelligence. Les problèmes ne se posent pas comme ça. Le corbeau a certes un gros cerveau pour un oiseau, mais par rapport à des mammifères, non. Mais c'est un problème de densité, de densité de neurones et de connexion des neurones entre elles. C'est particulièrement remarquable chez les corvidés. Et ça explique cette capacité mémorielle qui est très grande, ces dons d'observation et de déduction. Bref, c'est un oiseau qui n'a pas fini de nous étonner. Ça vous arrive de discuter, de parler avec des corbeaux? Ça m'est arrivé parce que un ami de mon père à la campagne en Normandie avait 2 corbeaux apprivoisés ou familiers, disons familiers, à qui il avait appris à parler un petit peu, qu'il récompensait en leur donnant un cachet d'aspirine. C'était une friandise pour le corbeau. Et donc je me suis exercé à ce genre de choses en imitant ce que faisait cet homme. Et donc un échange est possible de la même façon qu'avec des perroquets, autres oiseaux particulièrement développés sur le plan cognitif. Donc oui, j'aurais tendance à parler aux corbeaux. Si je pouvais le faire davantage, j'en serais très heureux. Alors vous dites c'est un mystificateur. En quoi est-il un mystificateur? Il trompe tout son monde. Comment? Il est très rusé? Le corbeau est rusé. Le corbeau, d'après certaines expériences récentes, pratique ce qu'on pourrait appeler l'humour, enfin d'un point de vue anthropocentré en tout cas. On s'est aperçu que des corbeaux s'amusent à faire semblant de cacher de la nourriture, puis eux-mêmes vont se cacher et observent comment se comportent d'autres oiseaux qui vont chercher cette nourriture. Il n'y a rien, ces oiseaux sont déçus, et les corbeaux ont l'air de s'amuser beaucoup à voir dépiter leurs cousins appartenant à une autre espèce. C'est assez curieux. Ils sont très joueurs, ils s'amusent à glisser sur la neige, à faire des tours, ils déduisent, ils induisent. Bref, ce sont des animaux exceptionnels quand même, les corbeaux. Alors, animaux exceptionnels aujourd'hui, donc d'où la revanche du corbeau, mais bon, si on remonte un petit peu dans le temps, au XIXe siècle, l'oiseau noir des romantiques, le corbeau tel
qu'il est mis en scène de façon funèbre par Edgar Poe en 1845, traduit par Charles Baudelaire. Le Soleil noir de Nerval, bref, l'annonciateur des ténèbres, de la mort. C'est pas très gai. C'est pas très gai, ça remonte très loin, hein, ce lien entre le corbeau et la couleur noire, bien sûr, entre le corbeau et les ténèbres, la mort, l'hiver, les cimetières, la mélancolie, etc. Ça a été pris en très mauvaise part pendant très longtemps, notamment par le christianisme, qui en fait un oiseau diabolique. Ça se revalorise un peu à l'époque du romantisme, spécialement du second romantisme, qui est plutôt lié à la couleur noire qu'à la couleur bleue. Et donc, l'oiseau noir devient une sorte d'emblème du poète qui a lui aussi le cœur noir, de chagrin ou de mélancolie. Et donc, on en parle beaucoup, poète et artiste aussi, dans les paysages d'hiver, de mort. C'est l'oiseau de la forêt, c'est l'oiseau des paysages enneigés, c'est l'oiseau des cimetières. Donc le 19e siècle écrit et représente beaucoup en matière de corbeaux, si je puis dire. Voilà, et ça va préparer sa revalorisation plus récente. Et quand on remonte dans le temps encore, diriez-vous qu'il y a eu une époque, donc depuis le néolithique, puisqu'en général vous commencez au néolithique, où il a été valorisé pour lui-même? Ah oui, oui, toutes les religions antiques, ou presque toutes en Europe, valorisent énormément cet oiseau, qui est l'attribut des dieux ou d'une divinité en particulier. On vénère le corbeau. Chez les Celtes, c'est l'oiseau du dieu Lugh, c'est son attribut principal, et Lugh, c'est le principal dieu du panthéon celtique. Chez les Germains et Scandinaves, c'est l'oiseau d'Odin, là encore le principal dieu du Panthéon, qui a 2 corbeaux perchés sur ses épaules, parcourent le monde le jour et viennent lui rapporter le soir ce qu'ils ont vu ou entendu. Chez les Grecs, c'est l'oiseau d'Apollon, qui est quand même la principale divinité du Panthéon grec, hein, même si Zeus est le chef en quelque sorte. Le dieu le plus souvent mis en scène, c'est Apollon et sa sœur Artémis. Et Apollon a beaucoup d'attributs, mais un des principaux, c'est le corbeau. Un corbeau qu'il a puni d'ailleurs, il l'avait chargé de surveiller une de ses bien-aimées, il en a beaucoup, Apollon, n'était pas sûr de la fidélité de la belle mortelle, qui s'appelait Coronis, et mal surveillée par l'oiseau, elle s'est amourachée d'un autre mortel, Ichis. Apollon les a punis tous les 2 de mort, et le corbeau qui avait mal rempli son rôle de gardien a vu son plumage, qui était prétendument blanc auparavant, devenir noir. Et depuis cette époque, tous les corbeaux sont noirs. Et à partir de quand va-t-il devenir véritablement menaçant, sachant, vous évoquez évidemment la célèbre ballade des pendus, lorsqu'on se représente le Moyen-Âge et les gibets, il y a forcément des corbeaux qui tournent autour de la corde et des corps qui sont pendus. Alors c'est quand la bascule? La bascule, ce sont les débuts du christianisme et les pères de l'Église qui commentent les Écritures. C'est une guerre qui est entreprise contre le corbeau parce qu'il est trop vénéré par les religions antiques, par les auteurs païens, et donc le christianisme lui déclare la guerre, comme il déclare la guerre à l'ours, autre animal vénéré, dont les cultes font concurrence à ceux du Christ. Donc le christianisme du Haut Moyen-Âge utilise plusieurs stratégies. D'abord tuer physiquement un très grand nombre de corbeaux, ensuite le diaboliser, le ranger dans le bestiaire du diable, dont il est une vedette, et puis montrer que le saint, c'est-à-dire l'homme de Dieu, est bien plus fort que le plus intelligent de tous les oiseaux, donc des histoires de saints qui se font obéir de corbeaux. Et puis, dans le monde des emblèmes et des symboles, remplacer le corbeau par l'aigle. C'est ce qui explique pourquoi, chez les Germains, par exemple, le corbeau d'autrefois est remplacé par l'aigle, qui devient l'animal du Saint-Empire.
J'ai trouvé un texte tout à fait étonnant. Nous sommes un peu avant Charlemagne, des missionnaires chrétiens vont évangéliser en Thuringe, et puis ils constatent que ces païens mangent des chairs épouvantables. Alors ils écrivent au pape pour lui dire, lui demander ce qu'il faut interdire, en arguant qu'on ne peut pas interdire tout d'un coup, il y a trop de choses épouvantables. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ces animaux que mangent ces païens? Et le pape Zacharie répond: surtout pas de corbeau, c'est le pire de tous, la chair du corbeau. Et de fait, les guerriers germains et scandinaves, avant de partir au combat, boivent du sang de corbeau, mangent de la chair de corbeau pour s'investir des forces sacrées de l'animal. Puisque vous évoquez le christianisme et l'animal, qui revient dans plusieurs de vos ouvrages, il y a deux courants quand même du christianisme qu'il faut bien préciser. Il y a effectivement ce courant qui lutte contre les divinités antiques, et on va opposer systématiquement l'homme à l'animal. Puis vous avez un courant, disons, paulinien, qui vient de saint Paul, mais aussi d'Aristote, qui renvoie à la communauté des êtres vivants, et qui donnera plus tard saint François d'Assise, disons un courant plus compassionnel. Voilà, le premier courant est quand même dominant au Moyen-Âge, ne pas confondre l'homme et l'animal. L'homme a été créé à l'image de Dieu, l'animal est une créature imparfaite, impure, mise au service de l'homme, d'où des interdictions assez nombreuses. Par exemple, se déguiser en animal, c'est un immense péché. Mais ça n'est pas respecté puisque c'est répété, 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 ou bien s'attacher trop fortement à un individu animal. Ça n'est pas bien d'avoir un animal préféré, de le cajoler comme si c'était un humain, etc. Mais ça, c'est le premier courant. Mais il y a un deuxième courant, en effet, qui vient d'Aristote, qui est repris par l'Épître aux Romains de saint Paul, et qui met en avant une communauté des êtres vivants, en effet, et qui souligne, c'est Paul qui l'écrit, que tous les êtres vivants sont enfants de Dieu. Ils vont être sauvés. Ils vont être sauvés le jour du jugement dernier. Même l'animal sera libéré de la servitude, écrit-il, et entrera librement dans la maison des enfants de Dieu. C'est la phrase même de l'Épître aux Romains. Donc les animaux sont enfants de Dieu. Alors les théologiens se posent énormément de questions en commentant ce passage. Ça va même très loin. Est-ce qu'on a le droit de faire travailler les animaux le dimanche? Est-ce qu'on peut leur imposer des jours de jeûne? Où vont-ils après la mort? En enfer, au paradis? Un enfer et un paradis spéciaux pour animaux, pour chaque espèce animale, bref. Ce qui veut dire aujourd'hui que si on est un bon chrétien, on devrait libérer tous les animaux des abattoirs industriels. Exactement. Et l'argument massu des partisans de ce courant, unité des êtres vivants, c'est que Jésus est né dans une étable, donc il est venu sur terre pour sauver aussi les animaux. À côté de l'âne, il y a le bœuf. Alors le bœuf, vis-à-vis du christianisme, c'est à la fois... c'est l'animal qui porte la charrue, c'est l'animal qui accompagne les travaux des champs, mais c'est aussi, en tout cas dans l'étable, un animal protecteur. Oui, on peut d'ailleurs faire des enquêtes dans la représentation de la crèche pour voir quel est le plus proche de l'enfant Jésus. Est-ce que c'est l'âne ou est-ce que c'est le bœuf? Qui le réchauffe le mieux de son souffle? Alors, selon les époques, selon les artistes, les deux cas sont possibles. Il y a beaucoup de glosses de théologiens pour savoir qui représente l'ancienne loi, qui représente les gentils, comme on dit, les pas encore chrétiens mais convertibles, quel est le plus valorisé, l'âne ou le bœuf. Bref, ce sont des questions qui interrogent jusqu'au Concile de Trente, voire même au-delà, si je puis dire. Les animaux, quand même, occupent une place énorme dans la Bible et dans le discours des auteurs chrétiens jusqu'à des dates très très avancées, soulignant bien qu'ils sont, qu'ils le veuillent ou non, enfants de Dieu, et que le christianisme s'interroge beaucoup sur l'animal, de la même façon que nos sociétés contemporaines, chrétiennes ou non, aujourd'hui s'interrogent énormément sur les rapports entre l'homme et l'animal, le statut des animaux, le droit des animaux, et ainsi de suite, tout ce qui est d'une actualité qui ne l'était pas quand moi j'ai commencé mes travaux il y a un demi-siècle en tant que jeune historien.
s'intéresser aux animaux, ça n'était pas sérieux, c'était pour la petite histoire, et même pour la petite histoire, si je puis dire. Donc j'ai eu pas mal de difficultés pour imposer mes sujets, mais j'ai vu d'immenses changements en un demi-siècle. C'est un sujet vedette, l'animal, aujourd'hui, non seulement chez les historiens, mais dans les sciences humaines en général. Il n'y a pas que les zoologues qui s'intéressent aux animaux. 2021, le corbeau. 2020, le taureau. Alors, vous me disiez à l'instant que le corbeau, dans l'Antiquité, dans les sociétés anciennes, était un quasi-fétiche. Mais alors, la taurolatrie antique n'a rien à envier à... On ne dit pas corbeaulatrie, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui, la vénération pour le corbeau, c'est plutôt dans l'Europe du Nord. Et la taurolatrie, comme vous dites, c'est plutôt dans l'Europe méditerranéenne. Donc il y a une géographie à faire. Mais le taureau est un animal vedette d'un certain nombre de cultes antiques. Et c'est un animal de sacrifice. On l'offre à la divinité que l'on veut honorer sous forme d'un sacrifice puis d'un repas que l'on partage symboliquement avec le dieu ou la déesse concernée. Et l'une des grandes religions rivales du christianisme à ses débuts, c'est le mitraïsme, le culte de Mitra, qui n'est pas un culte du taureau, c'est plutôt un culte du soleil, mais l'animal vedette de ce culte, que l'on sacrifie, c'est le taureau, dont le sang d'ailleurs sert de liquide rédempteur pour les fidèles qui assistent à ce culte. Et le christianisme, qui est la religion rivale au sein de l'Empire romain, à la fin de l'Empire, prend en aversion, bien sûr, le mitraïsme et son animal fétiche, le taureau, dévalorise énormément cet animal et promet le bœuf, qui est un anti-taureau en quelque sorte, et d'où cette importance du bœuf dans le christianisme et ce rejet du taureau. D'accord, mais alors les sacrifices, disons, antiques, vous les décrivez par le menu, ils sont incroyables quand même, hein, parce qu'on sort, enfin le prêtre, une fois qu'il descend dans la fosse, que la bête est sacrifiée et que le sang jaillit, le sang recouvre le visage, le corps, il le partage avec... C'est un sang qui, comme plus tard celui du Christ, est rédempteur, et salvateur, et purificateur. Ça, pour le Christ, ça ne nous étonne pas. Pour le mitraïsme... Ah mais il n'asperge pas à tout le monde, le Christ. Non, bien sûr, mais on le boit symboliquement oui. Pendant la communion. Là, évidemment, ce sont des rituels païens qui nous semblent absolument insensés. Le problème est de savoir jusqu'à quel point ils étaient mis en œuvre réellement et à très grande échelle. Où est-ce que le discours amplifie des gestes qui sont symboliques et pas complètement matériels? C'est une énigme pour les historiens d'aujourd'hui. Enfin, toujours est-il qu'il faudra attendre donc Constantin 306-337, enfin, et plus tard Théodose, pour que le culte de Mitra et donc le sacrifice du taureau s'efface définitivement. Oui, le christianisme devient religion d'État sous Constantin. Il y aura ensuite une parenthèse avec l'empereur Julien de quelques années, mais enfin c'est quand même la grande date, et le début de l'expansion du christianisme dans tout l'Empire et puis dans toute l'Europe par la suite. Après la chute de l'Empire romain, les peuples barbares, entre guillemets, les uns après les autres, vont se convertir à la religion du Christ. Alors, les animaux, pour vous, le spécialiste du Moyen-Âge, mais ce n'est pas parce que vous êtes spécialiste, mais ce sont les bestiaires. Ce sont des textes laboratoires pour l'historien. Oui. Ce sont des livres de bêtes, comme le dit étymologiquement le mot bestiaire. La plupart sont en latin, mais il y en a aussi en langue vernaculaire. Les principaux sont mis en forme à partir du XIIe siècle, surtout XIIe, XIIIe siècle, l'époque des grands bestiaires. Alors on nous parle des animaux à différents points de vue. D'abord leur nom, l'étymologie de leur nom,
puis une description de leur aspect physique et surtout de leur comportement, de leurs mœurs, de leur relation avec d'autres espèces animales, et puis on en tire des conclusions à la fois théologiques, scripturaires et morales. Elles sont citées comme exemples quand ils sont pris en bonne part, ou contre-exemple s'ils sont pris en mauvaise part, il ne faut pas se comporter comme tel ou tel animal. Donc on est à plusieurs niveaux à la fois, avec une richesse d'informations à la fois zoologiques, mais aussi et surtout symboliques, considérables. Et parfois, le chapitre consacré à tel ou tel animal peut être très développé, particulièrement du côté des oiseaux, puisque le Moyen-Âge a une curiosité pour le monde des oiseaux, qui fréquentent de près le monde divin, puisqu'ils s'envolent vers le ciel. Et donc on est plus bavard sur les oiseaux que sur les poissons au Moyen-Âge, par exemple, qu'on connaît fort mal d'ailleurs. Et on préfère de beaucoup les poissons d'eau douce aux poissons d'eau de mer qui semblent fréquenter des endroits inquiétants et monstrueux. Alors, du bestiaire aux armoiries, il n'y a qu'un pas. Comment se fait-il que Borgia, 1492-1503, use du taureau dans ses armoiries et, par exemple, aussi la sculpture, le taureau Farnèse, va entrer dans l'histoire? Alors, ce sont deux choses différentes. Le pape Alexandre VI Borgia a une famille d'origine espagnole qui porte déjà des armoiries avec un taureau quand elle est présente en Espagne, et c'est probablement un jeu de mots, soit entre l'ancien nom de la famille et un des noms qui désigne le taureau, soit le nom toponymique du lieu d'où vient cette famille et le nom du taureau. On appelle ça des armes parlantes. Un cas tout simple, je m'appelle Pierre Lecoq et je mets un coq dans mes armoiries. Voilà, mais ça peut être plus compliqué que cela. Donc, le taureau du pape Alexandre VI, qui est un des papes les plus controversés de l'histoire de l'Église, est sa figure emblématique, et il le met en scène partout dans la Rome de la fin du XVe siècle, et ce faisant, il contribue à faire renaître un intérêt pour le taureau, intérêt qui s'accentue au siècle suivant quand on fait des trouvailles archéologiques de taureaux antiques, notamment sculptés, et notamment ce grand groupe sculpté qu'on appelle le taureau Farnèse, trouvé dans les terres du pape Paul III Farnèse, qui est aujourd'hui conservé à Naples, au musée archéologique, oui, et qui devient presque un emblème des fouilles effectuées au milieu du XVIe siècle sous ce pontificat. À la fin de ce livre, vous posez cette question: que reste-t-il de la riche histoire symbolique du taureau? Il reste le plus lourd et le plus impressionnant de nos animaux domestiques, puisque évidemment vous parlez à la fois de l'auroch du temps de la préhistoire, mais vous parlez du bœuf et vous parlez également de la vache et des vaches dans nos campagnes. Mais je ne vais pas terminer par une vacherie, mais cela dit, d'où vient l'expression, cher Michel Pastoureau, mort aux vaches? Mort aux vaches, l'hypothèse la plus solide, c'est qu'elle viendrait de la présence des Prussiens dans les années 1870-71 sur le sol de la France, et en allemand dit Wache, c'est la sentinelle soldatesque ou policière, et alors dit Wache, Wachen, c'est garder en allemand, le verbe Wachen, prononcé à la française, dit Ware, ça donne, avec un W, ça donne la vache, et donc mort aux vaches, mort aux sentinelles allemandes, serait l'origine de cette expression. C'est pas impossible, ça reste un peu fragile, comme beaucoup d'expressions, d'adages, de proverbes. Pour qu'ils fonctionnent bien, il vaut mieux ne pas trop savoir d'où ils viennent, sinon ça appauvrit beaucoup la signification symbolique. Alors c'est un trait particulier de tous vos ouvrages: lorsque vous ne savez pas, vous ne savez pas. Enfin, c'est-à-dire vous dites au lecteur, bon, eh bien là, on ne peut pas répondre. Et il y a pas mal de questions parfois auxquelles on ne peut pas répondre, non? Oui, je crois que c'est une attitude
tout à fait scientifique d'avouer que nous ne connaissons pas, plutôt que de proposer des explications extravagantes, ou quand on fait un catalogue d'hypothèses, la tendance, probablement moi aussi, comme mes collègues, historiens de l'art, historiens littéraires, s'il y a 15 hypothèses pour expliquer ceci ou cela, nous avons tendance à prendre une hypothèse parmi ces 15 qui nous arrange par rapport à ce que nous voulons démontrer et laisser de côté toutes les autres. C'est une façon fréquente de faire. Nous savons tous que c'est une mauvaise façon de faire. Michel Pastoureau, en 2018, c'est Le Loup qui est sorti. Alors là, bon, le grand méchant loup, la peur du loup, difficile hein, de se dégager enfin, de cette peur qui est ancestrale, mais qui a des fondements tout à fait réels, puisque sous l'Ancien Régime, par exemple, le nombre de personnes, d'humains qui ont été tués par un loup ou des loups peut atteindre, je crois, à certains moments, enfin, entre 280 et 300. Oui, ça dépend de la période de temps prise en compte. Mon collègue Morisseau, professeur à l'université de Caen, a calculé avec son équipe, c'est le grand spécialiste du loup sous l'Ancien Régime, il a recensé 3000 attaques de loups entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle dans le royaume de France. La peur du loup, ça va, ça vient. Là, je parlais pour une année. Pour une année. Ah. Oui, oui. Alors, il y a des années fastes. Il y a des années fastes, voilà. Pour ce genre de choses. Ouais. Fastes pour les loups. Oui, ça peut être terrifiant. C'est souvent lié au climat. La peur du loup, elle n'existe pas. Dans l'Antiquité gréco-romaine, le loup est dangereux pour le bétail, mais pas tellement pour les humains. Elle apparaît au Moyen-Âge, quand le pouvoir central n'existe plus, que la forêt regagne du terrain, que le climat n'est pas très favorable. Donc on a peur du loup qui devient dangereux. Puis au Moyen-Âge central, période d'expansion démographique et économique, et surtout de climat très favorable, la peur du loup recule. C'est un animal dont on se moque, comme dans le roman de Renard, par exemple, où le loup est complètement ridicule. Et à la fin du Moyen-Âge, quand le climat devient alors complètement fou, à partir du XIVe siècle, et va le durer jusqu'au XVIIIe siècle, là, on est dans une période de crise, la peur du loup revient, tout le monde a faim, les animaux ont faim, les loups entrent dans les villes, y compris dans Paris, et ça va en s'accentuant. À l'époque moderne, le fait que la bête du Gévaudan soit une affaire du XVIIIe siècle et pas du Moyen-Âge, c'est assez révélateur de ce point de vue-là. Il y a des terreurs collectives liées à la présence de loups, liées à la présence de la rage aussi. Et cette peur du loup, elle diminue lorsque Pasteur met au point le vaccin anti-rabique en 1885, si je me souviens bien. Là, assez rapidement, ça fait reculer cette peur du loup. Mais devant ce qui peut apparaître comme des légendes, comment l'historien travaille? Par exemple, quand vous parlez du loup-garou, quand est-ce qu'il apparaît, le loup-garou, sachant que vous relevez que des hommes accusés d'être des loups-garous, on en trouve encore des traces en Bourgogne à la fin du XVIe siècle et sans doute peut-être encore après. Vous donnez la date de 1595, il y a des mises à mort, le loup-garou est censé dévorer les enfants, on a des descriptions de son aspect pileux, de ses doigts courts, etc. Mais alors là, ne transformons pas le passé avec nos lunettes, mais c'est quoi le loup-garou? Le loup-garou, in fine, c'est un homme ou une femme qui, certaines nuits, quitte son aspect humain, soit volontairement, soit parce qu'il ou elle est victime d'un maléfice, et devient loup, l'espace d'une ou plusieurs nuits, se livre à des comportements lupins, soit abominables, soit tout à fait étranges. Et en général, c'est le fait de quitter les vêtements qui fait qu'on devient loup. C'est un problème de métamorphose. Et de retrouver les vêtements redonne l'aspect humain. Alors, il y a toutes sortes d'histoires sur les vêtements qu'on a cachés, qu'on ne retrouve plus, etc. Bref, on est dans la légende, la superstition, l'imaginaire. Mais pour l'historien, et il faut insister là-dessus, l'imaginaire, ça existe. Ça n'est pas le contraire de la réalité. C'est une réalité d'un autre type, en quelque sorte, et donc il faut absolument s'y intéresser. C'est un document d'histoire.
comme ça l'est pour l'anthropologue ou l'ethnologue. Hein. Imaginons un ethnologue qui étudie une société un peu lointaine, qui étudie le système social, les structures de parenté, la culture matérielle, et qui laisserait de côté les croyances, les superstitions, les rêves, l'imaginaire de cette société. Évidemment, il mutilerait complètement ses enquêtes. Ce serait absurde. Ça, d'accord, mais par exemple, un rite vaudou, vous pouvez le décrire de A jusqu'à Z. Ce que je voulais dire par le loup-garou, on ne sait toujours pas qui est ce loup-garou. Et alors, oui, vous dites un homme qui prend l'allure d'une bête, mais comment on a des gravures? On a des descriptions, donc ça existe déjà dans l'Antiquité romaine, mais surtout c'est documenté à partir du XIIe siècle dans un certain nombre de textes littéraires ou paralittéraires. Donc on a des textes, on a des images qui vont avec, des miniatures, et puis avec l'imprimé, ça se développe à plus grande échelle. On a des gravures, on en a des magnifiques du fils de George Sand, Maurice Sand, qui était un élève de Delacroix, qui écrit à sa mère « Maurice devrait travailler davantage », ce serait toujours fasciné, mais qui est un graveur très habile et qui met en scène tous les loups-garous du Berry au XIXe siècle. Donc ça dure longtemps, donc ça fait de la documentation, mais évidemment de deuxième ou troisième main pour l'historien, mais c'est quand même du matériel documentaire sur lequel on peut travailler. La façon dont le récit est construit, les détails qui sont donnés ou pas donnés, tout ça c'est informatif. Pour l'historien, tout est document et il les exploite selon ses méthodes, selon ses problématiques. Alors pour la bête de Gévaudan, toujours dans le livre sur le loup, alors là vous avez des documents, hein, parce que s'il y a eu un phénomène médiatique sous Louis XV au XVIIIe siècle, c'est bien celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Nous sommes dans les années 1760. L'affaire dure presque 4 ans. Nous sommes dans le sud du Massif central, en Gévaudan. Et cette créature attaque spécialement les jeunes femmes et les jeunes filles, mais aussi quelquefois les garçons et les animaux. Elle opère à des distances parfois considérables dans la même après-midi, comme si elle avait le don d'ubiquité. L'affaire va se refermer sans qu'on sache très bien de quoi il s'était agi. Était-ce un loup d'une taille gigantesque, plusieurs loups? Était-ce un hybride, croisement de loups et d'autres choses? Était-ce une créature manipulée par l'être humain? On ne sait pas. On ne sait pas. Pour moi, historien, ce qui est le plus fascinant dans ce dossier, c'est la rapidité avec laquelle circulent les nouvelles. Un après-midi, la bête attaque en Gévaudan. Le lendemain matin, toute l'Europe est au courant et se moque naturellement du roi Louis XV qui n'est pas capable de mettre de l'ordre dans son royaume. Hein, et on n'est pas au Moyen-Âge, hein, on est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est un dossier absolument fascinant qui garde une grande partie de ses mystères. Et l'historien, parfois, se rapproche du présent. Dans le livre sur le taureau, vous avez évidemment un petit passage sur la corrida. On comprend que vous n'êtes pas un défenseur inconditionnel de la corrida. Et concernant le loup, l'historien a quelque chose à dire? Oui, l'historien a beaucoup à dire, surtout moi qui ai été pris à partie une fois où j'étais allé au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse parler de l'ours, de son histoire. Je ne savais pas que dans la salle, pour venir m'écouter, il y avait des partisans et des adversaires de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Et ils n'étaient pas tellement là pour m'écouter que pour en découdre. Et le débat était absolument passionné. Et j'ai eu le malheur de dire, je vois que l'ours est encore et toujours l'animal qui suscite les passions. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? On me sommait de prendre parti pour les uns et pour les autres, pour les bergers d'un côté, pour les écologistes de l'autre. Et lâchement, je n'avais pas pris parti, bien sûr. Mais le pire, c'est du côté du loup, je crois, et de mon collègue Morisseau, qui a été pris à partie. Le loup n'a pas été réintroduit dans les Alpes françaises. Il s'est réintroduit tout seul, venu d'Italie, puis il a proliféré, enfin pas tellement, puisque aujourd'hui il y a, je crois, 550 loups repérés pour un pays de 70 millions d'habitants, c'est quand même pas beaucoup. Mais ceux qui sont
avocat du loup qui revendique pour le loup le droit de vivre à l'état sauvage, dans son statut de loup en quelque sorte, s'oppose au berger puisque le loup mange les brebis. Il l'a toujours fait, donc c'est extravagant de se scandaliser que le loup mange des brebis, puisque c'est dans la norme des choses, si je puis dire. Mais évidemment, économiquement, c'est catastrophique pour les éleveurs. Que faire? Et là encore, mon collègue Morisseau a été pris à partie parce qu'il a souligné, répété, démontré que le loup s'attaquait parfois à l'être humain sous l'Ancien Régime, et les écologistes d'aujourd'hui soutiennent que le loup ne s'attaque jamais à l'être humain, mais l'historien sait bien qu'en effet, les loups d'aujourd'hui, ce ne sont pas les loups d'autrefois, et que la vie dans les campagnes d'aujourd'hui, ça n'est pas la vie dans les campagnes du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Ça semble une évidence, et bien j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça n'est plus compris, qu'on imagine le passé à l'image du présent, et qu'on ne fait aucune différence, et puisque les loups d'aujourd'hui ne sont pas dangereux pour l'homme, ils ne l'ont jamais été, ce qui est un raisonnement complètement absurde. Michel Pastoureau, vous qui avez écrit sur l'ours, le corbeau, etc., est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte d'avocat des animaux? Oui, c'est vrai que ma fréquentation des animaux, elle est naturellement surtout livresque. Je m'intéresse plus aux représentations qu'à l'animal en chair, en os, en plumes, bien sûr, mais j'ai une grande sympathie pour tous les animaux, et donc je peux revendiquer ce titre d'avocat des animaux, oui.